quelques éléments que je voulais, mais j'en ai tellement encore à dire. J'espère que j'aurai plein de questions. Oui, justement, on va passer aux questions. Vous avez, dans le petit bagage qu'on vous a donné, une feuille blanche. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y. Quelqu'un va passer dans la foule les ramasser. Donc, mais je peux vous en donner. oui, si vous n'en avez pas, Philippe peut vous en donner. Vous voulez un petit papier. Donc, ça permet à avoir le plus possible de questions. Et comme vous êtes nombreux, oui. Ça va permettre. Je représente. Oui, vas-y. Ça va. S'il vous plaît, moi je venais dans l'espoir de parler de l'addiction au jeu et un truc Le XAPA. CSAPA, Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. XAPA, CSAPA, 22 avenue Leclerc à Charleville. Toute addiction. Mais vous écrivez vos questions, mais il reste tout à fait possible de poser des questions aussi d'une façon orale. Hein. Donc, c'est OK pour les questions déjà ou pas? Alors, vous voulez des feuilles, demandez. Et je peux commencer à ramasser, lever la main pour qu'on vienne. Est-ce qu'il y a déjà des questions écrites? Ramasser les feuilles. En attendant qu'on ramasse, il peut y avoir une question. Est-ce qu'il y a une question par hasard? Y a-t-il une question? Voilà, une dame là. Allez-y, madame. Déjà, la définition d'alcoolique, elle est simple. C'est celui qui boit plus que moi. Donc, Tu as tout à fait raison, Marie-Claire. Mon professeur d'alcoolologie à l'époque, qui s'appelait Jean Reynaud, le professeur Jean Reynaud à Aix-en-Provence, quand il m'apprenait ce métier en disant « Rappelle-toi, l'alcoolique, c'est toi à un stade supérieur. » exactement. Alors, il faut bien comprendre que c'est en s'alcoolisant qu'on devient alcoolique, mais tous ne vont pas devenir alcooliques. Dufessé, Bernard Dufessé, que tu connais bien, chaque fois il dit « Merci mon Dieu, je ne suis pas devenu alcoolique. » Je veux dire, mais tu y es pour rien. C'est pas une question de volonté, là. C'est pas en ne buvant que des bons alcools ou de mauvais alcools. Tous ceux qui sont devenus dépendants de l'alcool ont fait la même chose que ceux qui ne sont pas devenus dépendants de l'alcool. Ils ont fait les mêmes fêtes. Ils ont eu les mêmes repas de famille. Celui qui devient dépendant de l'alcool n'a pas fait de faute. Et déjà, enlever la culpabilité de ce comportement, c'est énormément troublant de se rendre compte qu'on est devenu dépendant. Tout l'entourage le sait bien avant. Y a-t-il déjà des questions, s'il vous plaît? Vous levez la main pour qu'on vienne chercher. Des questions écrites? Voilà, une autre moi, j'avais question. encore une autre petite question. Allez-y, madame. Pour le cannabis, parce qu'on parle de l'alcool au volant. L'alcool au volant, il y a un examen qui permet de dire on a 0,50, 0,60, quelque chose de précis. Le cannabis, on le retrouve 3 semaines après, on trouve des traces de cannabinol dans les urines 3 semaines après. Donc on sait que alcool au volant, il y a des dégâts, cannabis au volant, il y a des dégâts. Les deux ne s'additionnent pas mais se multiplient. Donc en fait c'est explosif quand on a à la fois l'alcool et le cannabis. Mais justement, en cas d'accident, on n'arrive pas à dater la prise de cannabis et les effets encore pervers du cannabis sur la conduite. On n'a pas de dosage précis pour... Alors on commence à les avoir. Oui. Il va y avoir 2 stades. Le premier dépistage, c'est comme l'alcool test on-off, ça vire pas. Si ça vire, on va faire un éthylomètre. Donc là, on va souffler, pas dans un ballon, mais dans un appareil qui va te donner ton degré d'alcoolémie. Ça va être exactement la même chose pour le cannabis. Un test qui va dire oui, non. Et si c'est oui, ça, à ce moment-là, dosage quantitatif, prise de sang. Et là, on saura si effectivement on est quelqu'un qui a fumé il y a 2-3 jours et qui n'était pas en état de... le cannabis ne peut pas être considéré comme responsable de cet accident. Donc on fera la différence entre les deux. Et on a intérêt parce que sinon... Juste une question aussi. Oui, allez-y. Si un fumeur régulier cannabis qui va avoir une grosse consommation de cannabis, qui ne va pas fumer pendant plusieurs jours, va rester à un palier maximum pendant un certain temps. Donc même si les dosages quantitatifs existent,
moins précis, je trouve, qu'avec l'alcool, pour l'instant. Je partage votre point de vue dans la mesure où actuellement on est en train d'affiner effectivement la qualité des examens biologiques. Mais quand même, quand on voit un fumeur régulier de cannabis, le pic du tétrahydrocannabinol sanguin descend assez vite quand même. Alors que la trace dans les urines dure 3 semaines. Combien de temps En 6 heures. Ce qui explique d'ailleurs que le sujet a envie de retrouver cette sensation. Et je crois qu'il faut bien faire la différence entre l'ivresse et l'alcoolisation. Je veux dire, une alcoolisation ne veut pas dire une ivresse. Actuellement, le législateur a dit que c'est au-dessus de 0,50 g, c'est un délit. Si vous conduisez avec une alcoolémie au-dessus de 0,50 g, c'est plus une contravention, c'est un délit, c'est dans votre casier. Il y aura la même chose pour le cannabis. C'est vrai qu'il faut vraiment insister sur ces deux produits parce qu'ils modifient complètement l'état de conscience. Et la distance des réflexes, c'est totalement scientifiquement prouvé, ça. Une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est alcoolique, qui boit, peut trouver du réconfort auprès d'anciens alcooliques, par exemple des gens qui ont bu et qui ne boivent plus maintenant, et le fait d'échanger on peut retrouver les mêmes. Alors, vous me tendez une bonne perche là, c'est gentil. Moi je suis convaincu que la médecine sait bien faire les sevrages, mais une fois qu'on a enlevé l'état de besoin, on laisse totalement intact l'état d'envie. Donc les envies, c'est le craving, hein, j'ai une question là-dessus. Le craving, c'est une compulsion totalement irrationnelle et irrésistible, brutalement, à prendre un produit. Ces personnes qui vivent le craving le décrivent, sont très malheureux parce qu'ils ont l'impression de ne jamais être à l'abri. C'est pas si quelqu'un qui sort d'une cure et qui ne s'alcoolise plus, il a le week-end prochain le mariage de la cousine, il sait que là il va y avoir effectivement du champagne, du vin, etc. Il peut anticiper son état. Mais souvent le craving n'est pas dans un contexte de fête. C'est un contexte irrationnel. Et là-dessus, il y a quelques produits, on commence à avoir des petites molécules qui peuvent aider, mais j'ai rencontré des personnes extrêmement malheureuses avec ça. Et les associations, principalement l'Alcoolique Anonyme, je sais qu'il y en a parmi dans la salle, ce sont des hommes et des femmes qui sont devenus rétablis, si tu veux dire, qui vivent une abstinence qu'ils qualifient d'heureuse et qui justifient leur comportement en aidant les autres. Et je crois que c'est le but de cette association. Alors bien sûr, c'est un programme qui fait appel à la spiritualité. Ça, c'est pas les alcooliques anonymes, c'est pas la solution. C'est une solution parmi les autres. Mais je le dis de façon humoristique, ils viennent tous du même pays, par la même langue. Est-ce que vous pensez que le fait de parler, d'échanger des idées, les mêmes symptômes, les tremblements, les machins, est-ce que ça peut être une bonne chose? Est-ce que ça peut aider? Ça peut aider, surtout à... Paul, excuse-moi, vous pouvez répéter la question de le micro parce que oui. Il y a des gens qui n'entendent pas forcément. Est-ce que le fait d'être dans des réunions de partage, voilà, pas des groupes de parole, hein, des réunions de partage dans une association d'anciens buveurs, est-ce que ça peut aider? Moi, je suis convaincu, parce que l'itinéraire entre le sujet et son itinéraire de vie, l'alcool, ça va durer quelque temps. Et il est sur cet itinéraire-là. Tous ne feront pas une cure et ça y est, c'est fini. Il y a des rechutes. Et les rechutes, pour moi, c'est quelqu'un qui vient me revoir en disant « Docteur, vous allez être déçu, j'ai fait une rechute », je commence toujours par lui faire un compliment. D'abord, je commence par lui dire, 1, ne rechute que des gens qui ont envie d'arrêter. Et 2, le fait de revenir me voir, c'est qu'il y a quand même de l'espoir qu'on puisse travailler ensemble.
Donc c'est un encouragement par rapport je ne dis pas que la rechute fait obligatoirement partie du traitement, mais elle est quand même assez fréquente. Le seul message à donner à une personne qui a une addiction sévère à un produit, c'est de jamais arrêter de prendre soin de lui. Et le seul moyen de prendre soin de soi, c'est d'aller dans des groupes de pairs et d'aller dans des consultations d'addictologie. Quand tout va bien, c'est là qu'on fait le meilleur travail. Parce que c'est là où on pose les questions sur les ressources des personnes. Avez-vous des pensées, des idées, êtes-vous attiré par le produit? Oui. Comment faites-vous à ce moment-là? Et là, cette réponse-là induit forcément l'orientation de la personne vers ses propres ressources. Et petit à petit, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il vous est arrivé, comment dire, un jour, enfin parce que je l'écoute depuis tout à l'heure et c'est très intéressant, mais est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, toi tu es sauvé, enfin tu étais alcoolique ou héroïnomane, toi maintenant ça y est c'est fini, c'est sauvé, est-ce qu'il y a toujours un risque quelque part de rechute ou de... Une personne dépendante qui a pris parfaitement conscience de sa dépendance pour avoir fait tout le tourniquet des soins, la personne ne se dit pas guérie. Moi, je pense qu'il y a un espoir de guérison. L'idée de la guérison d'une dépendance, je la verrais comme ça. J'arrive à 99 ans et je rencontre une personne de 95 ans qui me dit « Docteur, vous vous rappelez, je suis passé dans votre service, tout ça. » Oui, c'était bien, ouais, c'était bien. Vous avez gardé de bons souvenirs, impeccable. Et finalement, maintenant, je ne regrette pas d'avoir été alcoolique. Parce que la vie que j'ai menée après, et cette longue période de sevrage que j'ai d'abord choisie, pas facile au début, on est dans une société totalement alcoolisante. Hein. La première période, c'est une vie sans alcool, c'est pas une vie hors alcool. Il faut au moins 2-3 ans d'entraînement pour vraiment ce que la non-alcoolisation puisse être. Moi, je dis en tant que médecin alcoologue, je ne prescris jamais d'abstinence. Parce que je pense que ce n'est pas une décision médicale. C'est une décision personnelle. C'est un sujet qui, un jour, décide de poser son verre. Là, je suis là pour l'aider. Mais ce n'est pas moi qui veux le dire. Si je le dis, vous, monsieur, ou vous, madame, vous continuez à boire, dans 6 mois, vous êtes mort. D'abord, il va être sûr et certain que je suis menteur, parce que 6 mois après, il est là. Déjà, c'est-à-dire, le médecin raconte des bobards. Et que ce n'est pas du côté de la science médicale que je sais qui doit arrêter, qui ne doit pas arrêter. Moi, je ne suis pas un assécheur professionnel. Je suis là pour aider des personnes à prendre conscience, à faire des expériences, vivre à travers les sevrages. Si quelqu'un a un sevrage extrêmement, je l'ai vu, devient un homme le plus malheureux du monde parce qu'il est sevrage, quel intérêt? Je veux dire, pour moi, c'est la qualité de vie. Mais pouvoir assurer qu'une personne physiquement dépendante de l'alcool, qui ait de l'espoir un jour de s'en sortir, ça, je serai toujours là pour le répéter. Alors, attendez, il y a des questions écrites qui ont été posées, donc il faut qu'on commence à y répondre. Gardez votre question, ou écrivez-la, et ensuite... il y a déjà 6 questions de personnes qui sont données la peine de les écrire. Donc on va d'abord prendre quelques questions. J'en ai une que j'aime bien. Comment se comporter face à une personne dépendante et une personne qui est devant le déni? Alors, j'ai longtemps cru que vous ne pouvez pas travailler avec le déni. Mais c'est vrai, je me sois... Docteur, je n'ai aucun problème d'alcool, il a une cirrhose décompensée, etc. Bon, c'est tout, on ne peut pas travailler avec lui. Eh bien, je me suis complètement planté. Les personnes qui sont dans le déni, je les imagine comme ça. C'est des personnes qui ont tellement honte. La honte est un organisateur existentiel tellement puissant qu'ils ne peuvent absolument pas en parler. Le déni, c'est « je suis désolé, je peux, avec toute la gentillesse que vous avez pour moi, je ne suis pas encore prêt à en parler. » Donc, quelqu'un qui est dans le déni est parfaitement au courant de sa dépendance. Donc il faut travailler avec lui comme s'il était parfaitement au courant de sa dépendance. Donc c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans le programme par exemple des alcooliques anonymes, la première étape c'est l'arrêt d'alcool. Il y a 12 étapes derrière, on ne parle pas d'alcool. Et ça c'est intéressant aussi, c'est le rétablissement de la personne dans ses relations à lui-même et dans sa relation aux autres. Donc j'aime bien. Le déni, on peut travailler avec le déni. Les aveux, ça sert strictement rien.
je vois dans les observations médicales, consommation avouée. Mais je veux dire, on avoue des fautes, je veux dire, on peut pas écrire les choses autrement, on peut dire consommation révélée, déclarée, je sais pas, il y a des manières de dire les choses. Alcoolo, plus. On voit, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Ce langage médical s'est amélioré. On respecte un peu plus la personne qui a un problème d'alcool. Mais qu'est-ce qui a du temps à comprendre que celui qui est devenu alcoolique n'a pas fait de faute et n'a pas voulu. Ce n'est pas une question de volonté. Si le sevrage est facile, comment aider nos patients? Tous nos patients. Comment aidez-vous vos patients? Des post-cures professionnels. Oui, le sevrage dure une semaine. Sevrage physique. Reste la prise de conscience de la dépendance psychologique. Ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement. C'est comment revoir les personnes. Quand je revois une personne après un premier rendez-vous, c'est systématiquement un compliment. Parce que je leur dis, vous savez que vous ne seriez pas venu, j'aurais été énormément culpabilisé, j'aurais été persuadé que je n'avais pas assez bien travaillé. Donc la personne revient, c'est ça, n'arrêtez plus. Venez me voir, surtout si tout va bien. Vous pouvez venir voir si ça ne va pas bien, ça c'est tout à fait indiqué. Mais les post-cures sont des endroits, vous avez bien compris que il faut un minimum de protection pour commencer à vivre une vie d'abord sans alcool, essayer de retrouver des repères de fonctionnement de père, de frère, de fils, avec une famille souvent meurtrie. Il faut du temps, La post-cure est là pour aider, comme un centre de convalescence, comme un centre de rééducation. On peut vivre les choses comme ça. Et bien sûr, avec tout un travail fait sur la prise de conscience, mais en même temps les méthodes comportementales. La violence et l'alcool. Alors, la violence et l'alcool. Il est où les faits bien connus des bulles de champagne ou autres modifications du comportement. J'ai été médecin, j'étais aux urgences, j'ai longtemps pensé qu'il fallait intervenir en tant qu'addictologue aux urgences de Manchester. J'ai passé 6 mois et je me suis aperçu que j'avais aucune plus-value pertinente pour aider des personnes qui arrivaient complètement en état d'ivresse, qui cassaient tout, qui insultaient tout le monde, etc. Aucun intérêt, il faut les sédater, il faut attendre le lendemain, et peut-être le lendemain, si on a la chance de leur avoir juste un petit discours en disant, vous savez qu'il y a des systèmes de soins, leur glisser la liste des endroits de consultation, et c'est tout. Dans les urgences, il faut d'abord travailler l'urgence. On ne peut pas travailler la dépendance à ce moment-là. Donc, certains sujets ont des ivresses compliquées. Je n'utilise pas le mot ivresse pathologique, parce que je pense qu'il n'y a pas d'ivresse normale. Donc, l'ivresse compliquée, c'est des sujets qui, avec une certaine dose d'alcoolémie, deviennent, mais dans un état d'agressivité vraiment hors du commun. J'ai connu un étudiant en médecine à Reims, quand j'ai fait médecine. À l'époque, j'étais à des années-lumière de savoir que j'allais être alcoologue. On s'alcoolisait tous, sauf un. On avait, dans notre groupe, il y en avait un qui n'avait pas le droit de s'alcooliser. Parce que dès qu'il avait un verre ou deux, il était insupportable. Je veux dire, mais il tapait sur tout le monde. Je veux dire, c'était impossible. L'alcool lui faisait une telle modification, et il le regrettait beaucoup, parce qu'entre-temps, c'était un très gentil garçon, sauf quand il avait bu. Donc, c'est pas l'effet le plus standard, c'est clair, mais il y en a à qui ça fait un effet paradoxal. Il y en a qui ont des désinhibitions sexuelles, il y en a qui ont d'autres comportements. La légalisation du cannabis ne risque pas-t-elle de développer le commerce et la banalisation d'autres drogues? La seule référence que j'ai à ce sujet-là, c'est l'Oregon, l'Alaska, quel est l'autre État? Il y a 2 autres États, l'Ohio, la Californie, je ne sais plus. En tout cas, ils n'ont pas vu d'augmentation. Là-bas, l'expérimentation de la légalisation s'est faite. Ils n'ont pas vu d'augmentation des autres drogues. Donc, mais c'est assez récent, ça date que de 2 ans. Si vous allez aux Pays-Bas, il y a beaucoup de rabatteurs, il y a beaucoup un commerce quand même de drogue dure qui est assez présent, beaucoup